Inconditionnel de Club Mediaset, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous du décryptage de l'actualité sur la télévision nationale. Je reçois pour l'exercice de ce dimanche soir une auteure et politiste. Elle a nom, Ouldat Mama. Ouldat Mama, bonsoir. Bonsoir Léné Kagbazaou et bonsoir aux téléspectateurs. Face à elle, un analyste politique, Serge Tefodi, de son nom. Serge Tefodi, bonsoir. Bonsoir monsieur Léné Kagbazaou. Tout le plaisir pour moi. Première rubrique de l'émission, la revue de presse hebdomadaire, c'est une réalisation de Marcela Rossi. Cybercriminalité au Bénin, des préjudices évalués jusqu'à 2 milliards de francs CFA à fin octobre. Au moins 3611 personnes sont tombées dans les pièges des arnaqueurs depuis janvier, avec des préjudices financiers estimés à plus de 2 milliards selon les statistiques de l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC. Sur cette période, l'Office a enregistré 2539 victimes d'arnaques sur le plan national et 872 victimes étrangères, révèle le quotidien de service public. Entre janvier et octobre, 1275 personnes, dont 62 femmes, sont déférées pour ces différentes infractions selon l'économiste du Bénin. Chose curieuse, poursuit la nation, l'on y dénombre plusieurs mineurs, 22 nationaux et 6 étrangers ayant succombé au gain facile. Au total, 57 véhicules, 97 motocyclettes et 118 818 000 francs CFA en numéraire ont été saisis sur la période. Conclusion, malgré l'intensification de la lutte contre la cybercriminalité, le Bénin fait face à des menaces sans cesse croissantes. Sommet Arabie Saoudite-Afrique, des retombées pour le Bénin. Plutôt très actif, le président Patrice Talon, selon le quotidien Fraternité. Déjà, une kyrielle d'accords signés, une participation active qui donne la preuve que le Bénin croit en un multilatéralisme total avec plusieurs pôles forts qui permet d'assurer l'équilibre du monde. En marge de ce premier sommet Arabie Saoudite-Afrique, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances a déjà signé plusieurs accords, relève Bénin Intelligent. Il est annoncé le lancement de l'initiative de développement du roi Salman en Afrique portant sur des projets d'eau d'une valeur d'$1 milliard sur une période de 10 ans, ainsi que le lancement de nouveaux investissements d'une valeur de plus de 25 milliards de dollars dans divers domaines, nous apprend le quotidien de service public La Nation. Une femme à la tête de la douane, une première au Bénin. Alain Nkati n'est plus le directeur général de la douane. Il est remplacé par une femme, Adidiatou Hassan Zanouvi est son nom. L'arrêté qui nomme Adidiatou Hassan directrice par intérim est rendu officiel ce 13 novembre selon le matinal, est signé par le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadagni. Elle prend ce poste cumulativement avec celui de directrice adjointe de cabinet du ministre d'État chargé de l'économie et des finances qu'elle occupait déjà depuis le 28 juillet 2021, ajoute le quotidien. Alain Nkati, lui, est nommé par le Conseil des ministres du mercredi 8 novembre 2023, directeur général de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, qui annonce la fin de son exil, pourra-t-il vivre sur la terre de ses ancêtres? L'ancien premier ministre ivoirien, condamné à la prison à perpétuité en Côte d'Ivoire pour atteinte à la sûreté de l'État, a déclaré dimanche 12 novembre au soir qu'il mettait fin à son exil entamé en 2019. Il veut rentrer à la maison, mais quand et comment s'interroge nombre de personnes. Certains le disaient à Istanbul, à Dubaï, à Chypre ou plus récemment et fraîchement débarqué à Bamako, au Mali. C'est finalement à Niamey, capitale du Niger, voisin, que l'ancien premier ministre ivoirien a atterri samedi 11 novembre, si l'on en croit le communiqué publié 2 jours plus tard par le responsable de la communication de son mouvement Génération et Peuple Solidaire, GPS. J'ai eu l'honneur d'être reçu ce jour en audience par le président de la transition du Niger, chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, accompagné du général Salifou Modi, ministre de la Défense, et du général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur, peut-on lire sur son compte X. Mais il devrait pouvoir vivre entre 4 pays, dont 3 du Sahel, en l'occurrence le Burkina, le Mali, le Niger, estime Ouakatsira, chef de la rébellion, qui contrôlait la moitié nord du pays dans les années 2000. Guillaume Soro avait aidé militairement Alassane Ouattara à accéder au pouvoir lors de la crise post-électorale de 2010-2011 face au président sortant Laurent Gbagbo. Il était alors devenu le premier chef du gouvernement d'Alassane Ouattara, puis président de l'Assemblée nationale en 2012, avant une rupture début 2019 en raison, selon plusieurs observateurs, des ambitions présidentielles, estime Jeune Afrique. Au Mali, l'armée a repris Kidal.
Les FAMA, forces armées maliennes, ont pris position dans la ville de Kidal ce mardi, a dit l'état-major sur les réseaux sociaux. À sa suite, le colonel Assimi Goïta, dans un message lu au cours d'un flash spécial à la télévision du service public, déclare, je cite, « Aujourd'hui, nos forces armées de sécurité se sont emparées de Kidal. La rébellion a reconnu la perte de Kidal selon France 24. Le cadre stratégique permanent CSP, alliance de groupes rebelles armés, a admis dans un communiqué s'être retiré de la ville pour des raisons stratégiques après avoir résisté pendant plusieurs jours à l'avancée de l'armée et du groupe Wagner en leur infligeant de grandes pertes humaines et matérielles. C'est un succès symbolique, significatif pour les colonels qui ont pris la direction de ce pays par la force en 2020, estime Jeune Afrique. Cela parachève une offensive terrestre et aérienne lancée en fin de semaine passée. Elle a impliqué des mercenaires de Wagner, selon les rebelles, et d'autres sources comme des élus, bien que la junte nie la présence effective dans le pays du groupe de sécurité privé russe aux pratiques décriées. Merci à vous, cher Marcel Ahossi. À présent, le regard de nos invités sur l'actualité domestique, celle nationale, c'est dans la rubrique 7 jours au Bénin. Et je démarre avec vous, cher Ouldat Mama, de son voyage en terre saoudienne. Patrice Talon est revenu, est rentré au Bercail avec dans sa gibecière 2 accords majeurs de financement conclus d'une valeur de près de 36 milliards de francs CFA. Il s'agit des accords signés avec le Fonds saoudien pour le développement et le Fonds OPEP pour le développement international. Alors, ce sont des leviers importants pour booster la formation professionnelle et l'enseignement technique au Bénin. Oui, effectivement. Alors, ces financements viennent à point puisque, en termes d'éducation, c'était le changement de paradigme que le gouvernement avait voulu amorcer et qui a été annoncé lors de l'entame du deuxième mandat, c'est-à-dire de passer, de renforcer, de promouvoir l'enseignement technique et professionnel et de passer finalement d'une éducation en termes de compétences de la privilégier par rapport à simplement l'acquisition de savoir, ce qui facilite en réalité, étant donné l'économie réelle, l'insertion des jeunes adultes dans le monde professionnel. Alors c'est réellement un changement de paradigme et c'est à point effectivement que ce financement est venu permettre au gouvernement de réaliser son ambition. Donc je l'ai dit, annoncé depuis le départ du second mandat. Mais pour changer, pour un peu prendre de la hauteur et élargir la focale, avec ce sommet Arabie Saoudite-Afrique, et on le sait, il y en a eu tellement de sommets Chine-Afrique, de sommets États-Unis-Afrique, Turquie-Afrique, oui, effectivement, mais néanmoins c'est le premier, mais c'est un format un peu éculé, c'est un format finalement dont s'inspirent les nouveaux, les puissances émergentes qui veulent rivaliser avec les puissances bien installées, les grandes puissances sur le plan international, et ça nous permet de jauger et de se demander si finalement les ambitions d'une puissance, qu'elle soit régionale ou internationale, ne se mesurent pas aujourd'hui à l'aune de le volontarisme finalement de sa politique africaine, de son dynamisme. Et il faut dire que le réveil de l'Arabie Saoudite en l'espèce a été plutôt tardif, donc d'où ce volontarisme, ce dynamisme, parce que il y a eu un réveil de l'Arabie Saoudite après, dans le cadre notamment de la guerre en Ukraine, où, surtout, le prince héritier Mohammed Ben Salman a voulu s'émanciper un peu de la politique américaine et montrer une forme de non-alignement vis-à-vis de certaines décisions, principalement quand il s'agissait, de résister aux pressions américaines pour, augmenter la production de pétrole, parce qu'il s'agissait de faire baisser l'inflation. Et ce que Riyad a refusé de faire, ce qui a été vu plutôt comme un soutien à la Russie, dont les États-Unis essaient de asphyxier les financements via... Vous êtes très passionné des questions internationales. Mais tout ça s'englobe finalement, parce que ça concerne également le Bénin, parce que il faut comprendre que avec la multiplication de ces partenariats et de cette offre, on a finalement des décideurs qui sont les petits finalement entre les moyennes puissances et les grandes puissances, qui sont
prise en étau entre d'une part la nécessité de financer leur développement et d'autre part la nécessité également d'avoir une certaine forme d'intégrité politique et culturelle. Donc finalement, les deux réalités sont importantes. Donc le seul salut finalement des petits que nous sommes, c'est de faire jouer ces rivalités pour faire baisser les conditionnalités. Et c'est par ailleurs ce qu'a choisi le gouvernement, c'est-à-dire ne plus se tourner seulement vers les agences de développement étrangères et d'aller sur les marchés financiers internationaux. Alors, Serge Defodi, il est annoncé la construction de lycées techniques à Djougou, Porto-Novo et Ouida et la construction de l'école normale supérieure de Parakou. Oui, loin des débats laudatifs, il faut dire que c'est tout à l'actif du président Patrice Talon qui est connu pour ces types de résultats. C'est un président, depuis son avènement en 2016, il ne sort pas comme ça. À chaque fois que le président effectue des déplacements, c'est des retombées toujours positives. On dirait même qu'il a consacré le premier mandat aux problèmes domestiques. Aux problèmes domestiques et maintenant, au cours de ce second mandat, on le voit très actif sur la scène internationale. Même au cours du premier mandat, il a fait des sorties. Mais il fait souvent des sorties utiles. Ouais. En fait, d'un regard d'aigle, ce que nous voyons faire depuis 2016 à aujourd'hui, ce n'est pas un monsieur qui sort sachant que ça ne va rien apporter à son pays. Et donc, c'est peut-être un comportement capitaliste, mais c'est bon pour notre nation. Parce que nous n'avons pas besoin d'aller faire le matu vu pour rien du tout gagner en retour. Et donc, à chaque fois que le gouvernement sort, si ça peut rentabiliser quelque chose pour la nation, c'est ce qui est conseillé. Là, on saura qu'on a utilisé l'argent du contribuable béninois à des fins quand même assez utiles. Alors, comment appréciez-vous les retombées de ce sommet? Justement, c'est dire que c'est très louable. Ma co-débattrice Diapar le dit, le gouvernement a manifesté une certaine volonté de faire la promotion de l'école qui enseigne des métiers. Autrement, qu'on sorte du général, de l'enseignement général pour l'enseignement technique, qui forme des gens véritablement à être capables de s'introduire ou bien de s'instruire professionnellement parlant. Et donc, c'est dans cette démarche-là qu'ils ont convaincu quand même ces différents organismes internationaux, je peux le dire ainsi, pour la construction de ces différents lycées. Donc, je crois que c'est tout à leur actif. Et il n'y a pas que ça, parmi les retombées, il y a aussi que le Bénin a eu l'occasion de défendre sa vision d'un monde multipolaire. On va y revenir, c'est ce que j'expliquais à Ouldad Maman. On va s'intéresser d'abord aux retombées. Alors, Ouldad Maman, tout ceci va permettre de mieux promouvoir l'entrepreneuriat, l'autonomisation des jeunes et des femmes qui sont quand même de sérieux vecteurs de réduction du chômage. Oui, effectivement, c'est de toute façon depuis l'accession aux indépendances, c'est ce qui a été promu donc à la fois par les autorités qui se sont succédées, les régimes qui se sont succédés, mais également par les organisations de Bretton Woods. Mais après, il faut reconnaître les limites aussi de cette approche, c'est-à-dire qu'il faut aussi, et c'est ce que le gouvernement fait, c'est-à-dire poser les conditions également structurelles à l'émergence également de ces petites et moyennes entreprises, de ces petits entrepreneurs, parce que ça passe aussi par les financements, l'accès au financement. Et on sait que les banques aujourd'hui sont réticentes à offrir des financements. Et lorsqu'on parle également de ça, il y a aussi la question de la monnaie qui émerge, la question du franc CFA, qui, selon certains économistes, alourdit encore le climat économique et rend encore plus rétive les banques justement à prêter de l'argent aux petits entrepreneurs. On peut citer Kako Nubupo par exemple qui le répète à volonté et voilà. Donc vous avez effectivement cet impératif là. Également donc la nécessité au-delà effectivement de promouvoir, et c'est l'objet de sortie du gouvernement, le gouvernement qui via le président Patrice Talon vient vraiment mettre en avant une diplomatie économique à la recherche de financement. Donc je le disais, il y a eu une espèce de basculement là aussi, d'inflexion dans la politique du gouvernement, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement compter sur les bailleurs de fonds publics, les partenaires internationaux pour nous prêter de l'argent pour financer nos projets, mais on va également et principalement sur les marchés financiers pour emprunter et là engager la responsabilité vraiment du gouvernement. Et là ce qui se fait, c'est que il y a
là où il y a quelque chose d'intéressant qui se joue, c'est sur la question de la conditionnalité, parce que lorsque on entend comme ça que des grandes puissances, des puissances régionales ou des puissances globales prêtent de l'argent, on se demande toujours, mais évidemment il n'y a pas d'argent gratuit, donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc évidemment qu'il n'y a pas d'argent gratuit, mais c'est justement en multipliant ces offres et en faisant jouer, monter les enchères en notre faveur que l'on parviendra finalement à tirer notre épingle du jeu. Et c'est ce que le gouvernement fait, puisque de toute façon, vous avez une multiplicité, encore une fois, d'acteurs. Et lorsque vous allez sur les marchés internationaux, les conditionnalités, là, sont tout autres. Et ce sont des choses, en général, qui sont décriées de plus en plus par les opinions publiques et qui sont relevées à la faveur de l'ouverture et de la publication, de la démocratisation d'un certain nombre de concepts. Donc, ça augmente également, pour terminer, la charge finalement sur les dirigeants en termes d'obligation de résultat. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'offres, il y a tellement de moyens que la responsabilité aujourd'hui qui incombe aux dirigeants en Afrique est encore plus grande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'échec. Encore une fois, à l'horizon de 2050, un quart de la population mondiale, 2,5 milliards de personnes, à majorité des jeunes. Donc il faut leur offrir des perspectives d'avenir. Alors, Saïd Effendi, l'Arabie Saoudite, c'est un empire commercial, c'est une terre d'opportunités. Alors, en marge de ce sommet, Patrice Talon a eu à rencontrer les acteurs du landéro politique, ceux du monde des affaires. Tout ceci crée un terreau fertile à la consolidation de l'axe Cotonou-Riyad. Oui, tout à fait. C'est le lien entre les deux pays qui est renforcé. C'est la coopération entre les deux pays qui est renforcée. Et comme elle le dit déjà subtilement, ça va donner certainement des résultats, ou bien c'est ce que nous allons espérer dans les jours à venir, que ça ne soit pas simplement des conciliabules sur quand même des thèmes assez importants, sur des sujets assez importants pour les deux pays, pour ne pas dire pour notre pays surtout. Mais lorsqu'on connaît un peu ceux qui sont allés sur le terrain et on comprend leur envie, leur désir en réalité de faire bouger les choses dans leur pays, ils ne sont pas allés pour s'amuser. Et contrairement, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas un débat laudatif, mais je suis très confiant que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, ces différentes collaborations-là, nous allons quand même constater de visu les fruits de cette collaboration qui vient d'être davantage renforcée. En participant à ce sommet, le Bénin se positionne davantage comme un partenaire stratégique et privilégié de l'Arabie Saoudite. Et comme vous l'évoquiez, le pays a réaffirmé son engagement en faveur d'un monde multipolaire avec des pôles forts. Récemment, le chef de l'État qui était en Chine. Oui, effectivement. Bon, c'est la volonté, encore une fois, de ces puissances émergentes, c'est de titiller, de tutoyer, ou du moins d'en avoir l'ambition vis-à-vis des grandes puissances qui elles-mêmes n'économisent pas les moyens et les déclarations d'intention à l'égard du continent africain. Encore une fois, les ambitions géopolitiques aujourd'hui des États se mesurent encore une fois à leur dynamisme, à leur volonté, à leur politique vis-à-vis de l'Afrique. Alors, certes, pour avoir des partenariats économiques, certes, des partenariats sécuritaires également, en termes d'énergie, mais pour l'Arabie Saoudite, il ne s'agit pas d'avoir de l'énergie, puisque le pays est assis sur la deuxième plus grande réserve de pétrole au monde. Certes, il est en train d'entamer donc une espèce de transition, mais il s'agit plutôt d'imprimer vraiment son empreinte sur le continent africain en termes d'influence, et en cela, de questionner un peu, de titiller un peu celle de l'Iran, par exemple, dont il est le grand rival régional. Donc ça passe aussi par une affirmation régionale, celle également du Qatar, qui est également son rival sur la scène, parce que l'Arabie Saoudite jusqu'à présent se contentait d'avoir de l'argent, d'en distribuer. Aujourd'hui, il faut qu'il fasse un peu plus, il faut qu'il soit sur la carte du monde, et ils comprennent que avoir de l'argent ne suffit pas pour être sur la carte du monde. Donc ça passe par un soft power africain, ça passe également par la géopolitique du sport. On les a vus rattraper le Qatar avec Cristiano Ronaldo et puis
On a vu également Benzema, 200 millions de dollars chacun. Avec des colossaux moyens. Voilà, des colossaux moyens. Cette ligue, Saudi League, qui comme ça aussi se diffuse sur les grands canaux internationaux. 2034, la Coupe du Monde. Donc voilà, ils font de feu de tout bois. Un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais, dit l'adage. Alors, c'est Dafodi, le Bénin, qui est vraiment engagé en faveur d'un monde multipolaire, cela se sent, c'est très prononcé. Oui, nous voyons souvent la position du gouvernement autrefois qui sont même pas des positions qui sont autrefois mal interprétées. Or, il le faut. Lorsque aucun pays dans ce monde ne peut vivre en autarcie, il faut s'ouvrir et prendre part à tout ce qui se fait dans ce monde-là, à tous les débats. Et par rapport à cela, le gouvernement se prête bien à l'exercice et propose aussi ou soutient aussi ce qui se fait, surtout dans le bon sens. Moi, j'apprécie surtout ce monde multipolaire où nous allons prôner, si on peut le dire ainsi, le positivisme. Dans un monde où il y a tellement d'insécurité, il y a de guerre ci et là, et il faudra que nous puissions revoir ce qui est l'idéal et comprendre et faire des choses pouvant inciter le développement des pays qui sont encore en retard. C'est mieux que de chercher à aller au secours des pays qui sont fragilisés par la guerre. Donc dans ce sens, on devait aller encore plus loin et être davantage prêt pour accompagner de pareilles visions. Je reste toujours avec vous. Après Riyad, Patrice Talon s'est envolé pour Paris où il a assisté au dévoilement d'une œuvre artistique d'un de nos compatriotes plasticiens, Thierry Roussou, de son nom. C'était au Conseil économique, social et environnemental. Un mot là-dessus, rapidement. Il faut dire que c'est toujours en lien avec son engagement dans le domaine culturel. Il avait dit depuis 2016 qu'il allait faire de notre pays une descente touristique inouïe. Et aujourd'hui, on peut se réjouir que des bases ont été déjà posées pour cette attraction. Actuellement, nous sommes, le Bénin a déjà ratifié, nous avons bientôt un quartier culturel sera encore une réalité chez nous, qui est en remplacement à Hall des Arts qui existait, mais ceci avec beaucoup d'autres innovations. On voit que le président Patrice Talon s'intéresse beaucoup à la chose culturelle parce qu'il s'est dit, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas pratiquement rien, et qu'est-ce qu'il faut utiliser donc pour pouvoir exister parmi les gens, pour pouvoir faire entrer des fonds. Et il surfe aujourd'hui sur le tourisme. Donc je vois que c'est tout à fait normal. Ça rentre en ligne de compte de sa vision, de son objectif, des choses qu'il veuille aller, par exemple, donner un coup de force à un compatriote, oui, qui essaie donc de s'imposer aussi sur d'autres marchés. Patrice Talon apporte de la cause culturelle et artistique. Oui, de toute évidence, partout où le Bénin est à même de rayonner, eh bien, il est accompagné, en tout cas le processus est accompagné au plus haut niveau de l'État. Donc c'est aussi du réalisme politique, c'est encore une fois du soft power également, que l'on parle de nous autrement, également par les arts, et c'est un moyen de diffusion de notre notion du beau aussi, parce que c'est aussi un objet de contention. Qu'est-ce qui est beau ? Est-ce que c'est seulement ce que l'autre considère comme beau? C'est ce qu'on nous impose aussi comme étant beau, hein. On a parlé beaucoup des canons de beauté, voilà, des hommes et des femmes, qu'est-ce qui est beau? Donc sur un plan artistique, c'est aussi très important de construire notre influence là-dessus, et puis au-delà du Bénin, africaine également, voilà, diffusons également en termes de normes notre interprétation, notre vision de la beauté, afin qu'elle soit aussi entre en concurrence et qu'elle questionne un monopole comme ça de la beauté qui nous vient d'ailleurs. Intéressons-nous maintenant à l'actualité parlementaire. 27 projets et propositions de loi sont à l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire, la session budgétaire du Parlement. Au nombre des propositions figure la proposition de loi spéciale portant amnistie et ou abandon de poursuites judiciaires au profit de personnalités politiques pour des faits criminels. C'est une initiative du Parti Les Démocrates. Initiative à l'actif du Parti Les Démocrates. Je me demande si ça va porter ses fruits. Parce que lorsque vous êtes au sein d'une assemblée
vous jouez le rôle de l'opposition. L'opposition qui s'oppose à tout. Et à tout, comme j'ai dit, à tout et à tout. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais vu quelque chose de bien. Ils ne font que tout remettre en cause. Donc, dans ce sens, si les autres aussi veulent jouer à leur rôle pour être contre à tout ce que l'opposition propose, et je crois que c'est dans l'ordre normal des choses que ça ne va pas prospérer. Mais ça, c'est dans la forme. Dans le fond, il faut analyser, voir si cette loi est très bien pensée. Parce que le tout ne suffit pas de taper sur l'occasion de la communication et dire nous avons essayé, mais ils ont rejeté. Parce que tout le temps, ils cherchent à se victimiser. Tout le temps, ils cherchent à montrer qu'ils font quand même de leur mieux, mais le gouvernement ne veut pas céder. Au lieu de faire cela, il importe qu'on y mette un peu de stratégie pour obtenir des résultats. Des résultats aujourd'hui, moi je pense qu'on ne peut pas envoyer une proposition de loi qui parle d'amnistie de façon générale pour tous ceux-là qui se disent des exilés politiques ou qui se disent des prisonniers politiques. Parce qu'ils n'ont pas commis les mêmes crimes. Ou bien, je veux dire, les chefs d'accusation ne sont pas les mêmes. Par conséquent, moi, j'aurais vu que dans leur stratégie de communication, bien en tout cas de proposition de loi, ils auraient pu proposer plusieurs types de lois d'amnistie. Par exemple, une loi spécifiquement pour le professeur Joël Aïvo, qui est l'un des prisonniers politiques où son cas, d'une manière ou d'une autre, est assez regardant pour beaucoup de personnes. Si on envoie une loi d'amnistie, typiquement... Encore que le vocal prisonnier politique est à revoir. Est à revoir, tout à fait. Donc, si on envoie une loi typiquement pour ce personnage et on fait le débat à l'Assemblée nationale, peut-être que ça peut prospérer d'une certaine manière. Et on peut faire aussi pour les autres. Mais si on veut les mettre tous dans le même panier, ça risque de ne jamais prospérer. Or, moi, j'ose croire qu'ils ne le font pas juste pour la communication. Ils le font certainement quand même pour aider, pour quand même connaître un dénouement heureux de ces affaires qui impliquent ces personnalités d'aucuns se retrouvent peut-être à l'exil et d'autres en prison pour des faits qui leur sont reprochés. 109 députés au total, les démocrates sont en minorité, numériquement ils font 28. Cette proposition de loi a-t-elle des chances de prospérer? Non, elle n'a pas de chance de prospérer, mais encore une fois, ils sont dans leur rôle. Mais la question que ça soulève, c'est au nom de quoi? Parce que vous avez été condamné, au nom de quoi vous bénéficieriez d'une loi d'amnistie? Est-ce que c'est parce que vous êtes un opposant politique que, eh bien, ce pourquoi vous avez été condamné sur une base politique? Est-ce que c'est pour des faits? Est-ce que c'est factuel? Ou comment démontrer en réalité que la peine dont vous avez écopé eh bien, a été motivée par eh bien, des considérations purement politiques? Donc c'est la question en réalité, parce que on vit parfois un peu dans un environnement, dans une économie, et même certains médias vis-à-vis eh bien, de l'actualité au Bénin et de l'actualité dans certains pays d'Afrique ont tendance parfois à romantiser la figure de l'opposant, un peu le sanctifier comme étant un héros, un pourfendeur, comme étant la figure du bien absolu. Donc c'est quelque chose qui fait un peu nuancer. Cela dit, il est clair que l'approche du gouvernement dit de la rupture a été quand même une approche qui a été très tranchante et qui a polarisé le débat public. Est-ce qu'il est possible de faire certains gestes vis-à-vis peut-être de certains exilés, mais encore une fois c'est quelque chose qui passe au cas par cas. Vis-à-vis de certains exilés, je n'ose pas dire vis-à-vis de certains détenus politiques qui ont écopé de lourdes peines, parce que cela reviendrait encore une fois à totalement discréditer le système judiciaire. Donc est-ce qu'il n'est pas crédible? Est-ce qu'il bénéficie, en tout cas, est-ce qu'il faut douter à ce point de la crédibilité de notre système judiciaire, au point de dire que les personnes qui ont écopé eh bien, de 20 ans de prison sont eh bien, à amnistier? Mais au nom de quoi en réalité? La question c'est celle de l'impunité. Parce que vous êtes un acteur politique, est-ce que cela vous ouvre comme ça à l'impunité? En réalité, la question même la plus profonde que cela pose, c'est la question du renforcement de nos institutions, du renforcement de l'état de droit, c'est-à-dire que chacun réellement ait confiance en la justice et soit persuadé eh bien, que ses intérêts sont protégés et qu'il y a réellement une protection des citoyens
quel qu'il soit, contre l'arbitraire du pouvoir. Donc ça passe réellement par un degré plus poussé d'institutionnalisation et que réellement la justice soit au-dessus de tout soupçon. Parce que clairement, c'est cela que ça montre, c'est qu'on a le droit comme ça de questionner la justice. Et certainement que dans une certaine mesure, c'est motivé. Néanmoins, en tant qu'acteur politique, je pense qu'il faut mener la réflexion plus loin et il faut appeler un renforcement de l'état de droit, un renforcement de nos institutions, un renforcement de la notion de séparation des pouvoirs, et ça passe aussi par une culture démocratique. La culture démocratique, elle doit être aussi impulsée par nos élites politiques. C'est par le bas, évidemment, mais également par nos élites politiques qui, par certaines décisions, qui, par certains écarts de langage, montrent clairement qu'ils ont peu de culture politique en termes de séparation des pouvoirs, ne serait-ce que cela. Donc, réellement, c'est une question globale qui, moi, m'interroge. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des options pour le Parti Les Démocrates, mais encore une fois, ils sont dans leur rôle. Si ça peut au moins ouvrir un certain débat et nous amener à nous questionner sur le sens, la portée, la crédibilité, la légitimité de nos institutions et renforcer encore une fois les mécanismes de bonne gouvernance, c'est pour le mieux. Saïd Defroji, le gouvernement a été clair et précis à plusieurs occasions sur la question. On ne saurait parler de prisonniers politiques ou d'exilés politiques. Les uns ont été condamnés pour des actes en lien avec le terrorisme et les autres ont eu à fuir le pays suite à des décisions de justice, les condamnant notamment pour des faits de détournement. Oui, c'est cela. Le gouvernement a été clair là-dessus parce que, comme on le dit, selon le gouvernement, il travaille quand même pour la consolidation de l'état de droit, comme on le dit. Et quand on parle de la consolidation de l'état de droit, ça dit que la séparation des pouvoirs est une réalité. Ça veut dire que la justice fait son travail et l'exécutif fait son travail. Dans ce qui se passe actuellement dans la proposition de loi, il ne s'agit pas ici pour l'Assemblée nationale de remettre en cause ce que la justice fait. L'Assemblée est là pour produire des lois, pour corriger certaines de choses dans la société. Et lorsque c'est fait, il revient à la justice de faire respecter cela. Et donc, c'est ce qui se passe. Chacun est dans son rôle. Et quitte à ce que, dans la proposition, qu'il veuille utiliser les terminologies que le gouvernement refute catégoriquement. Et ceci a raison d'ailleurs, parce que nous sommes dans un pays démocratique où, où le régime que nous avons choisi, c'est le régime présidentiel basé sur la séparation des pouvoirs. Donc, en tant que tel, il serait très abusif de dire qu'ils sont des prisonniers politiques et il ne suffirait pas. Madame Ouldat l'a dit subtilement ici, il ne suffirait pas simplement d'être de l'opposition ou de se réclamer de l'opposition pour croire qu'on a une amnistie peut-être naturelle où on a la protection du peuple, on met tout sur le coup de la politique. Il suffirait, même quand bien même la personne doit à une tierce personne, on lui dit de payer, il fuit le pays mais pas fini. Il se présente comme quand même un exilé politique. Donc il faudra véritablement faire la part des choses. C'est pour ça je suis en phase avec le gouvernement qui n'accepte pas qu'on veuille appeler ces personnes-là comme ils le font. De toutes les manières, ici, on est en train de parler de la proposition de loi envoyée à l'Assemblée nationale. Et dans cette proposition de loi, il parle d'amnistie pour les prisonniers politiques. Si dans l'entendement du gouvernement, il n'y a pas de prisonniers politiques, ça veut dire que la loi n'a pas son sens. Et nous connaissons déjà alors ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Ça serait déjà débouté dans les débats et ce sera rejeté. Finalement, encore que c'est le rôle de chacun. Chacun joue son rôle. Si l'opposition, depuis qu'elle est à l'Assemblée nationale, ne joue que ce rôle-là, ne trouve jamais quelque chose d'un peu bien, tout est mauvais, cette opposition ne peut pas quand même s'attendre à ce que le gouvernement, ou bien il va dire les partisans du gouvernement, qui trouvent qu'il n'y a pas carrément de prisonniers politiques dans notre pays, veuillent voter de pareilles lois. Donc je crois que c'est bon, ils sont dans leur rôle. Et je l'ai dit, ça a permis à ce qu'on fasse le débat aujourd'hui. Et ça va apporter quelque chose certainement dans notre animation de la vie politique. Je vous embarque tous deux à présent pour Niamey et Kidal. C'est dans la rubrique Interactu.
Tout est allé si vite pour Guillaume Soro après l'annonce officielle de la fin de son exil. On l'a vu aux côtés du chef de la junte nigérienne, le général Tiani. C'est un pas vers Abidjan, à votre avis, et qu'est-ce qui a surtout motivé cette décision? À rappeler qu'il est en exil depuis 2019-2020. Il est resté en France, en Belgique, en Suisse, à Dubaï. Il a été condamné à 20 ans de prison par contumace pour recel de détournement de deniers publics, puis à la perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État ivoirien. Oui, effectivement. Alors bon, pour reprendre les motivations même de Guillaume Soro, qu'il a explicité au cours de la vidéo donnée dimanche 12 novembre, qui a été publiée, sur les réseaux sociaux, eh bien, il estime que, étant donné qu'il s'estime traqué par le pouvoir d'Alassane Ouattara, il estime que partout où il soit, eh bien, il ne sera pas en sécurité. Alors, cela vient évidemment après la tentative ratée, d'arrestation qu'il a subie à Istanbul. Donc, c'est-à-dire qu'il s'estime traqué aujourd'hui, peu importe où il va, peu importe où il se cache, dans tous les cas, il y a cette menace sur sa vie et cette menace sur sa liberté. Donc, il se dit que, quitte à croiser le fer, autant le croiser de façon frontale avec le président Alassane Ouattara. Et pour ce faire, qu'a-t-il choisi? Il a choisi un régime putschiste, celui du CNSP nigérien, donc de Niamey, dirigé par le général Abdourahmane Tiani. Donc, clairement, vous avez là une espèce d'alliance des dissidents sur la scène sous-régionale. N'est-il pas dans la provoque? Mais il est clairement dans la provocation. C'est une provocation à l'égard d'Alassane Ouattara. C'est une menace également à son égard, puisque en s'appuyant sur un régime putschiste, on connaît l'ADN de Guillaume Soro, l'origine même de son insertion sur la scène politique, c'est la rébellion. Donc le putsch fait partie encore une fois, de sa constitution génétique, politiquement, génétiquement. Donc vous avez, c'est clairement une menace à l'endroit d'Alassane Ouattara. Donc l'un et l'autre finalement essaient de jouer sur l'autre finalement comme un levier de pression. On sait que le régime de Niamey a entamé des négociations avec la CEDEAO et la communauté internationale au sens plus élargi, via le Togo qui s'est proposé comme médiateur, et puis les États-Unis en quelque sorte également. Mais vous avez également ce choix de jouer à la fois la carte du dialogue et aussi la carte de la pression, parce que l'on sait que grâce à des bruits de couloir qui nous ont été rapportés par des informations recoupées, que le président Alassane Ouattara est un des plus fervents défenseurs de la politique d'embargo sévère vis-à-vis de Niamey, et également de l'intervention plutôt avortée aujourd'hui, de l'option en tout cas d'intervenir militairement pour renverser le régime putschiste et rétablir l'ancien régime de Mohamed Bazoum. Donc il s'agit là finalement de rendre en quelque sorte à Alassane Ouattara, encore une fois en quelque sorte, la monnaie de sa pièce, et d'entretenir sur son territoire, et voire même de faire planer la possibilité d'en faire une terre d'accueil, une terre d'asile pour Guillaume Soro, qui a par ailleurs précisé que maintenant il se partagerait entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc vous avez encore une fois cette architecture putschiste qui se dresse contre Alassane Ouattara. Rappelons également qu'il y a eu un mouvement de troupes vers les frontières partagées par la Côte d'Ivoire avec le Mali et avec la Côte d'Ivoire. Beaucoup y ont vu une certaine paranoïa peut-être du régime d'Alassane Ouattara envers une incursion sur le territoire par des frontières non officielles de Guillaume Soro. Ça, on a vu un Guillaume Soro très amaigri, lui qui dit avoir été victime d'une tentative de kidnapping à l'aéroport international d'Istanbul, y voyant la main d'Alassane Ouattara. Vous savez, je crois qu'il faut analyser tout ce qui se passe, tout ce qui se dit autour de Guillaume Soro avec beaucoup de précautions. Parce que lorsque vous suivez l'actualité ivoirienne, il y a beaucoup qui démontrent cette histoire de kidnapping à l'aéroport international d'Istanbul. Donc ça, d'abord, je me réserve de ne pas forcément m'opiner là-dessus, parce que ça peut être effectivement une théâtralisation de Guillaume Soro. Cette posture maintenant, de vouloir affronter... cette posture, moi, je veux aller pas à pas. Il a annoncé la fin de son exil. Son exil par rapport à l'Afrique
ou par rapport à son pays qu'est la Côte d'Ivoire. Parce que là, tu annonces la fin de ton exil et tu viens t'installer dans un autre pays qui n'est pas ton pays. Mots, il a dit, je cite, « Il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille et mes proches. » Ça veut dire qu'à partir de là, on peut analyser qu'il était aussi complètement en exil, en fuyant l'Afrique tout entière. Mais aujourd'hui, il a vu peut-être des alliés et il veut revenir en terre africaine. C'est une bonne chose, mais il faut clarifier les choses. Et la fin de son exil n'est pas encore... De façon concrète, il n'a pas encore fini son exil. Il est à côté de la Côte d'Ivoire, mais il n'est pas encore en Côte d'Ivoire. Mais on peut estimer que si il s'installe aujourd'hui à Niamey, ça va forcément arranger certaines choses, surtout ses relations avec ses anciens amis qui pourront aller le voir beaucoup plus facilement. Ou lui aussi, en tout cas, il aura beaucoup de choses qui seront faites, surtout avec le concours de conseil avec les autres des autres pays et qui sont dans le même cas que le Niger aujourd'hui. Maintenant, quant à l'efficacité, on va voir ce que ça va donner. Parce qu'on voit Guillaume Soro, comme vous l'avez dit, très amaigri, mais est-ce que c'est signe de ce qu'il n'est plus en forme de faire ce qu'il peut faire? On le connaît, on connaît l'animal. Et on sait qu'il est toujours féroce. Un lion, quoi qu'il soit, peut-être un vieux lion ou petit lion, il est toujours capable de maîtriser un animal qui soit un peu à sa portée d'une manière ou d'une autre. Mais il reste à savoir que Guillaume Soro est très fragilisé, est très fragmenté et il n'est plus exactement le Guillaume Soro d'avant. Et qu'est-ce qu'il est venu maintenant faire de façon véritable? Est-ce que c'est enclencher un débat, un dialogue? Ce n'est pas le cas. Si tel est le cas, je suis sûr que ce n'est pas Niamey qui choisirait. Donc il veut aller forcément avec la force. Et là, on se pose toujours la question par rapport à l'homme politique qu'il est. Un homme politique qui ne propose absolument rien, qui n'a aucune idéologie, qui ne défend presque aucune idéologie, qui n'a pas de projet de société. Mais son souci, non, nous le suivons. Et toutes les fois que vous le voyez, il est tout dans une posture. Non, je suis d'accord, mais laissez-moi aller au bout. Mais à chaque fois que vous voyez cet homme, Soro Guillaume, il est tout dans une posture de quelqu'un qui veut faire le forcing. Quoi qu'il arrive, il veut foncer pour aller loin. Mais avec ça veut dire que désormais, nous allons encore assister à d'autres choses qu'on n'aimerait plus du tout assister. C'est le sang du peuple ivoirien qui va encore en partie. Et nous partageons pas cela. Point de vue, à 51 ans, Guillaume Soro rêve toujours d'être candidat, peut-être, à la présidentielle de 2025 à Abidjan. Non, mais lorsque vous écoutez clairement ces paroles, c'est de l'ordre de c'est lui ou moi. Donc, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit. C'est quelqu'un qui estime aujourd'hui, encore une fois, en lisant entre les lignes, qu'il n'a plus rien à perdre. Donc, plus rien à perdre. Il joue son va-tout. Il joue son va-tout. Il met toutes ses cartes, tous ses pions dans la balance, là. Donc, c'est-à-dire qu'il va clairement à la confrontation. Après, de quels moyens dispose-t-il aujourd'hui ? Une des questions qui se pose, c'est est-ce que, encore une fois, pour correspondre avec l'ère du temps, est-ce qu'il ne va pas également, chez le général Tiani, chercher une forme finalement d'onction panafricaniste ? Alors, panafricaniste, dans l'interprétation aujourd'hui qui est ventilée dans la sous-région ouest-africaine, c'est-à-dire un peu éloignée quand même parfois de la philosophie panafricaniste, qui est une philosophie d'émancipation vis-à-vis du peuple noir, mais également de penser, de construire un monde différent, un monde plus égalitaire. Donc, mais il y a un panafricanisme 2.0 qui est un peu populiste, donc est-ce que finalement, et c'est quelque chose dont est auréolé le CNSP nigérien, donc est-ce que quelque part, il ne va pas jouer finalement les opinions publiques africaines, l'opinion publique ivoirienne contre Ouattara et comme ça fomenter une espèce de rébellion, agiter les esprits et essayer de fédérer autour de lui, encore une fois, en surfant sur la vague panafricaniste qui balaye la sous-région ouest-africaine, pour comme ça engranger des soutiens. On va voir les jours prochains ce qu'il
fera, où il s'établira effectivement. Et les jours prochains, encore une fois, nous permettront de lire plus clairement sa stratégie. Mais clairement, il s'agit d'une confrontation directe. Il s'agit de croiser le fer. Les modalités, nous les verrons dans les jours prochains. On quitte 30 secondes pour finir avec le sujet. Oui, 30 secondes justement. C'est pour dire que le soutien des gouvernants dont il bénéficie aujourd'hui est un soutien aussi qui n'a pas trop de force, il faut le reconnaître. Eux-mêmes, ils ont leurs propres défis. D'abord, le défi de légitimité, qui est déjà un souci pour eux-mêmes, le défi de sécurité sur leurs différents territoires, et ils vont maintenant s'engager dans une sorte de guéguerre juste pour l'intérêt d'une seule personne. Je crois qu'ils seront aussi assez intelligents pour ne pas rentrer dans le jeu de cette personne-là qui, véritablement, ne pense pas le développement de son pays, mais veut faire passer son intérêt, et quitte à ce que les gens, quitte à ce que le pays soit à feu ou à sang. Oui, c'est un double opportunisme, disons, de part et d'autre. Oui, double opportunisme. Bon, on va quitter une junte pour une autre. On est maintenant au Mali. Alors, Kidal, le bastion de la rébellion, est désormais reconquis par l'armée avec le soutien des mercenaires russes de Wagner. Les hommes d'Assimi Goïta ont réussi un exploit. Oui, on peut le dire ainsi, mais pour moi c'est encore, à ce jour c'est un peu, ça peut être illusoire, je ne vais pas dire c'est un peu illusoire, ça peut être illusoire, complètement illusoire, parce qu'on a eu, des gens ont fait de pareilles annonces, et pourtant après quelques temps on constate autre chose. Mais si on croit à ce qui est dit, si c'est réel, on peut applaudir, ça va être un ouf de soulagement pour cette commune-là, et qui est pris en otage, si j'ai bonne mémoire, depuis 2012, où ils vivent dans l'inquiétude permanente. Donc si le régime militaire arrive effectivement à libérer cette commune, je crois que ça resterait à leur actif, parce qu'au final c'est ce que nous voulons, et on dirait même qu'ils ont joué leur rôle, parce qu'ils sont des militaires et ils sont censés en réalité protéger l'intégrité nationale, et donc c'était leur rôle qui ne jouait pas bien depuis qu'ils étaient là, bientôt 3 ans, c'est maintenant, et qui nous annoncent qu'ils ont pu maintenant libérer Kidal. On souhaiterait, on pense réellement que ça soit véridique pour le grand bonheur de cette commune-là. Kidal était considéré comme une forteresse inattaquable. À votre avis, la junte a-t-elle marqué un gros point? Oui, marqué un gros point, d'autant plus que Kidal est aussi le symbole d'une humiliation pour l'armée malienne qui remonte à 10 ans, à cette incursion, en tout cas ce mouvement de rébellion de la CMA qui a été appuyé par Ansardine, le mouvement islamiste violent. Donc finalement, vous avez une revanche historique et une revanche nationaliste. Vous avez également, du point de vue de Bamako, une revanche également sur une forme d'impérialisme, parce que, du moins, les autorités de Bamako, en particulier le Premier ministre Choguel Maïga, a à plusieurs reprises exprimé son opinion selon laquelle, en 2012, lors de l'intervention Serval, en 2013, que les forces françaises ont empêché les forces maliennes d'entrer dans Kidal, sanctuarisant ainsi le nord. Et en réalité, la reprise des hostilités entre les anciens rebelles constitués aujourd'hui au sein du CSP-PSD, donc le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, et Bamako, c'est justement le retrait de la MINUSMA. Parce qu'avec le retrait de la MINUSMA, s'est posé la question de la rétrocession des bases militaires. Et le CSP a considéré que l'armée malienne, en vertu des accords d'Alger, n'avait pas le droit, en réalité, de traverser Kidal, de l'administrer officiellement, parce qu'ils estiment que c'est cette partie qui leur avait été dévolue, donc encore une fois en vertu des accords d'Alger qui datent de 2015. Donc finalement c'est le retrait de la MINUSMA décidé en juin dernier qui a fait voler en éclats un accord qui était somme toute très précaire. Donc finalement s'est posée la question essentielle de Kidal. On attendait depuis plusieurs semaines la bataille de Kidal. Lorsque le 31 octobre passé, la MINUSMA a quitté sa base de Kidal, le CSP l'a envahi, l'armée malienne et FAMA ont attendu quelques jours pour
lancer des frappes de drones et finalement reconquérir la ville. Et cette victoire symbolique vient-elle conforter le pouvoir de Assimi Goïta? Clairement, parce que c'était un défi qui était lancé au pouvoir malien, celui de la reconquête du territoire, parce que l'armée malienne, depuis 10 ans, est la risée du monde entier. Elle a été humiliée encore une fois il y a 10 ans par l'avancée des rebelles, et Kidal qui est le foyer, pas seulement même, il y a 10 ans, historique des rébellions Touareg. C'est pas qu'une commune, c'est toute une région. C'est pas une commune, évidemment, c'est une région, mais c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée vers la région, pas trop tôt, parce que il faut se souvenir que au cours de son communiqué, il a certes revendiqué donc la prise par les forces armées maliennes de Kidal, mais il a également affirmé que le travail n'était pas terminé et qu'il fallait encore une fois sécuriser la ville. Et puis il y a 3 régions dans le nord encore qu'il faut totalement conquérir et sécuriser. Mais je reviens sur cette notion-là parce que c'est très important. Il faut rappeler qu'il y a quelques semaines, le ministre français des Armées avait partagé en présence d'une commission sénatoriale les craintes quant à une partition du Mali. C'était une prévision en tout cas des militaires français que le Mali serait bientôt coupé en 2 et c'était aussi un honneur pour un enjeu de fierté, de souveraineté, d'orgueil national, de faire démentir ces prédictions. Donc c'est à plusieurs niveaux, encore une fois, une victoire pour les autorités maliennes de transition. Justement, mais pourvu que ça ne soit pas illusoire. Voilà. Nous allons finir avec la dernière rubrique de l'émission, Potin de la toile. Mon cher Serge Defodi, l'information a fait le tour de la toile. Elle risque 7 ans de prison pour fausse promesse de mariage. Elle est poursuivie par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il s'agit d'une jeune fille de 19 ans. Elle a comparu d'ailleurs. Alors, la prévenue promet le mariage à ses victimes en complicité avec un homme qui se fait passer pour son père. Lorsque les victimes tombent dans le piège, le duo s'arrange pour réclamer une somme qui doit servir à l'organisation du mariage. Mais lorsqu'ils reçoivent les sous, ils disparaissent dans la nature et ciblent d'autres victimes. La dernière victime est un Malien qui est venu à Cotonou pour rencontrer sa dulcinée, mais ce fut la désillusion totale. Puis, de retour au Mali, la victime a recontacté la jeune dame avec un nouveau compte. Il se fait passer pour un nouveau client, en guillemets, en quête de mariage. La jeune dame est tombée dans le piège. L'accord a été conclu alors que la police était en temps informée, ce qu'elle ne savait pas. Elle a été interpellée au moment où elle voulait retirer les fonds dans une agence. Oui, là je vois plutôt un cas d'escroquerie, un cas de cybercriminalité. Sinon, si on jette notre dévolu sur le code des personnes et de la famille, il faut reconnaître que le législateur a prévu des dispositions dans ce sens-là, mais pas à ce degré. Il est prévu dans notre code que lorsque vous êtes dans un mariage de fête, je veux parler vous êtes en relation de copinage, une relation dans laquelle vous vous êtes promis mariage, lorsque de façon unilatérale, un des membres de ce couple-là, de ce mariage, décide de mettre fin à leur collaboration, et l'autre peut intenter une action pour réparation, pour qu'on le dédommage. Ça se passait, c'est aussi bien dans l'ancien code comme dans le nouveau code. Et même dans le nouveau, c'est encore beaucoup plus conseillé. Je vais profiter peut-être pour faire une sorte de sensibilisation pour les gens, les jeunes filles justement, les jeunes filles qui pensent que bouffer l'argent des gens, c'est facile comme ça. Il est même prouvé que si vous êtes en relation, que si l'homme arrive ou bien la femme arrive à prouver que son partenaire ou sa partenaire fait dans la mauvaise foi, c'est-à-dire essaie qu'il n'ira pas loin dans la relation, mais accepte des cadeaux et autres. Lorsque cette personne aura mis fin à la relation, l'autre partie peut demander réparation et demander à récupérer tout ce qu'il lui avait donné. Donc c'est des choses sur lesquelles on doit beaucoup veiller pour ne plus végéter dans nos mensonges tous azimuts. Alors, sur ce fait-là, je crois que c'est de pareils actes, il faut décourager ça avec la dernière rigueur. On vous aura compris. Au-delà de maman, voilà les agissements de l'une de vos petites sœurs.
Bon, c'est vous qui dites, c'est pas titre. Bon, j'en sais rien. Moi, je n'en sais rien. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, effectivement, non, mais c'est de la cybercriminalité. Après, c'est parce que ça ne porte pas un visage masculin que l'on ne parle pas de gaiman. Mais c'est le même principe. Oui, guy, woman, no. C'est le même principe. Donc, évidemment que ça tombe sous le coup de la même législation. Et puis, que le Bénin agit, en tout cas les autorités judiciaires, agissent avec la même rigueur, parce que, encore une fois, étant donné le climat, il s'agit d'assainir, encore une fois, le cyberespace, de créer une confiance qui serait aussi, encore une fois, un appel d'air pour le Bénin. Donc, c'est très important pour les autorités à divers niveaux, qui cherchent des financements et qui cherchent à promouvoir le développement du pays via des investissements directs étrangers. Ça ne peut pas passer par une porosité comme ça de notre cyberespace. Merci à vous, Ouldat Baba. Je le rappelle, vous êtes auteur et politiste. Merci à vous également, Serge Defodi, analyste politique. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation du Club Média 7. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Bonsoir chez vous.